Voilà, retour en plateau pour les titres de votre édition régionale, avec dans l'actualité lorraine de ce jeudi, le 20e jour d'occupation pour les migrants du gymnase du Luxembourg à Metz. Les associations humanitaires montent à nouveau au créneau pour dénoncer la lenteur des services de l'État. 4,5 millions de personnes âgées souffrent de solitude en France. Une étude menée par les Petits Frères des Pauvres. Alors quelle solution pour rompre cet isolement? Nous en parlerons avec Mathieu Klein, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Enfin, fuyez, pauvres mortels, c'est Halloween ce soir. Monstres, démons et créatures sataniques sont de sortie. L'intrépide Laurence Duvois sera avec nous en direct de la Maison du Tourment dans les Vosges. Voilà, 20 jours qu'avec l'aide d'un collectif d'associations, des migrants occupent le gymnase du Luxembourg à Metz. Selon la préfecture de Moselle, de nombreux dossiers ont déjà été réglés. Insuffisant cependant pour les associations qui ont choisi de manifester à nouveau cet après-midi. René Elkaïm avec Sébastien Roch. Ils sont une trentaine à manifester sous les fenêtres de la préfecture de la Moselle. Eux, ce sont les membres du collectif mosellan de lutte contre la misère. À quelques encablures seulement du lieu où ils manifestent, sont regroupés des gens de toute nationalité. Voilà déjà plusieurs semaines qu'ils dorment dans ce gymnase messin, une situation qui dure depuis le 11 octobre. On a encore 36 personnes qui sont pas hébergées et que nous gardons ici en attendant d'avoir une solution. Et entre-temps, 36 personnes ont reçu des hébergements. Alors pour nous, c'est pas du tout satisfaisant parce que ça veut dire que ce gymnase devient une espèce de sas qui est utilisé pour pallier à des manques. En date du 25 octobre, la mairie de Metz réalise une requête en référé auprès du juge du tribunal administratif de Strasbourg. Cette requête demande l'expulsion des occupants du gymnase et une amende de 1 500 €. Certains conseillers municipaux d'opposition s'émeuvent de cette situation. De faire un référé pour expulser des gens, c'est pas une réponse pour moi. La réponse, on peut pas laisser des gens comme ça aller dans la rue, notamment parce que il y a des enfants. L'État doit faire son travail et son travail, c'est de reloger ces gens-là. Les services de l'État précisent que près de 40 personnes ont déjà été relogées. Pour la préfecture, les personnes qui restent sont pour beaucoup des gens déboutés du droit d'asile. Et là, le message est clair. Lorsque des familles, lorsque des personnes n'ont plus le statut de demande d'asile, ont été déboutés de leur demande d'asile, que les accords internationaux n'ont pas permis de reconnaître leur vulnérabilité par rapport à l'asile, ces personnes doivent regagner leur pays d'origine. Un relogement provisoire et une aide au retour dans le pays d'origine ont, selon la préfecture, déjà été proposés aux personnes déboutées du droit d'asile. Proposition pour l'instant restée sans effet. En attendant, les membres du collectif de lutte contre la misère continuent à gérer cette situation douloureuse. En politique, le dérapage de Jean-Louis Masson mardi dernier en séance publique au Sénat lors du vote de la loi pour interdire le port du voile dans les sorties scolaires. Le sénateur non inscrit de Moselle a fait un parallèle très tendancieux entre les femmes voilées et les sorcières d'Halloween. Écoutez. Halloween, on pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages scolaires. Mais c'est scandaleux. Voilà, déchaînement sur les réseaux sociaux. La vidéo en intégralité et les commentaires sont à voir sur notre site lorraine.france3.fr. Qu'on se le dise, sur les routes, la couleur de ce week-end sera bleue. Les forces de l'ordre n'en font pas mystère. Gendarmes et policiers seront largement mobilisés car les week-ends de Toussaint sont traditionnellement très meurtriers. Sur les routes vosgiennes, David Bailly et Mayeul Aldebert. Bonjour monsieur, gendarmerie. Cet automobiliste a été contrôlé à 154 km/h au lieu de 110. Pour lui, c'est 3 points de moins sur son permis de conduire et une amende. On est dans ses pensées, on pense à autre chose et puis on roule et puis on se rend pas compte de la vitesse. Pour les points, ça va faire comment ? Ça va faire un stage prochainement parce que j'ai besoin de mes points, je suis commercial donc il va falloir faire quelque chose, oui. Ce type de contrôle se déroule partout dans la région Grand Est. 1300 policiers sur 18 départements sont déployés. Ils participent à ce qu'ils nomment l'opération Toussaint, une opération de prévention et de répression pour sensibiliser au danger de la route en cette période automnale, une période très accidentogène. Les conditions météo, l'obscurité qui intervient beaucoup plus tôt,
Là encore, un chassé-croisé de départ en vacances et de retour, un week-end prolongé, voilà plusieurs facteurs qui peuvent conduire à des situations dangereuses. Dans les Vosges, sur les 8 premiers mois de l'année, on compte 19 morts, un chiffre légèrement inférieur aux années précédentes. On s'aperçoit que la topologie du réseau routier dans les Vosges fait qu'il y a certaines zones qui sont plus propices à des accidents que d'autres. Donc on reste toujours vigilant, même si pour l'instant les statistiques sont meilleures que l'année précédente et meilleures que les années d'avant. Mais ça reste très fragile, donc on reste mobilisé. La mobilisation des forces de l'ordre continuera tard dans la nuit et d'autres contrôles auront lieu sur l'ensemble du week-end. Voilà, les week-ends de Toussaint qui sont aussi pour beaucoup l'occasion d'un grand nettoyage dans les cimetières. Et pour que les sépultures soient impeccables, peut-être avez-vous eu recours à une société de service. L'activité est en pleine expansion. Exemple à Épinal où la prestation est souvent réalisée par des fleuristes. David Bailly, Philippe Drouot. Depuis quelques jours, Stéphane Aubry parcourt les cimetières. Son travail, nettoyer les tombes de ses clients. À son actif, plus de 120 sépultures. Des clients qui passent un contrat d'entretien pour que tout soit parfait à quelques jours de la Toussaint. Stéphane nettoie, fleurit et prend une photo pour montrer son travail. La photo, c'est tout simple, c'est pour que les clients qui ne sont pas forcément sur place, qui ne peuvent pas se déplacer sur les tombes, aient au moins une preuve de ce qui a été effectué, donc en l'occurrence le nettoyage et le fleurissement s'il y avait lieu. Donc c'est beaucoup plus facile d'envoyer une photo à la personne qui paye l'entretien pour prouver que ça a bien été fait et que c'est bien propre pour eux. Ces clients sont de plusieurs catégories. Certains habitent très loin des cimetières, d'autres sont dans l'incapacité physique d'assumer ce travail. Un travail que préfère réaliser cet homme, personnellement, en mémoire de ses parents. C'est le respect, quoi, voilà. On laisse pas des parents dans la saleté, quoi. Au moins, je vous dis, au moins c'est ce jour-là. Après, on repasse 2-3 fois dans l'année, mais la tradition, c'est quand même la Toussaint. Après le nettoyage, viendra alors le temps du fleurissement et du recueillement. Si la vente de fleurs à la Toussaint diminue légèrement en France, cela reste un temps fort pour les fleuristes, un temps de travail pour Stéphane et tous les autres. À la veille de ce grand week-end de Toussaint, focus sur la solitude des personnes âgées. En France, 4,5 millions de nos aînés déclarent en souffrir. Un constat alarmant révélé dans une étude publiée par l'association Les Petits Frères des Pauvres. Des bénévoles qui se démènent pour rompre l'isolement des personnes. Valérie Odile et Benoît de Butler. Patrick est un homme très attendu. Une fois par semaine, parfois plus, il rend visite à Robert, qui vit dans un petit studio, histoire de discuter. Comment ça va ? Des relations familiales compliquées, des difficultés pour se déplacer. La solitude arrive souvent bien plus vite qu'on ne le pense. Ils ont besoin qu'on les écoute. Déjà, l'écoute est importante. Donc ces personnes vont parler de leur vie, de leur existence, de ce qui s'est passé, de leur passé, de leurs difficultés, de ce qu'ils attendent aussi un petit peu du présent, voire de l'avenir. C'est très important leur visite. C'est un peu comme une personne qui est hospitalisée. Une visite, c'est très important. J'ai été hospitalisé, moi. Les petits frères, la plupart, ils sont venus me voir à l'hôpital. Comme de la famille. De ma famille, personne ne me voit. Grâce aux petits frères des pauvres, Robert a repris goût à la vie. Il est même parti en vacances avec eux, malgré son déambulateur. La mobilité, c'est l'une des principales raisons de l'isolement des personnes âgées. Et le réseau de transport en commun, qui est souvent inadapté, n'arrange rien. Du coup, certains bénévoles se dévouent pour leur rendre un peu plus d'autonomie. Aujourd'hui, Dominique emmène Françoise faire de la peinture avec d'autres personnes âgées et bénévoles afin de recréer du lien social. On a tout gagné effectivement quand certaines personnes tissent entre elles des liens aussi forts qu'elles vont éprouver le besoin de s'échanger des numéros de téléphone, de s'écrire, de demander des nouvelles de l'une, de l'autre à d'autres bénévoles. Et c'est ça, le lien est vraiment recréé et du coup elles sortent de cette solitude qui les écrase. En maison de retraite, on se sent isolé. Alors c'est mieux qu'il y ait quand même certaines fois une animation comme ça. Comme Françoise, près d'une personne âgée sur 4 se sent isolée de la famille,
des amis et des voisins. Et la fracture numérique complique la situation. Martine vient suivre des cours d'informatique pour se rapprocher de ses enfants. Mais pour elle, ce ne sont pas seulement les moyens qui manquent pour rompre la solitude, c'est aussi l'humain. J'ai trouvé une chaleur humaine qui m'a fait beaucoup de bien. L'argent, c'est bien, mais il y a des aides quand même. Et puis, c'est pas ça qui fait le bonheur, comme on dit. Hein. Et puis, voilà, il faudrait que les gens s'occupent des personnes qui sont seules. Par une visite, moi, mon truc, c'est le sourire. Hein, et c'est très important. Aujourd'hui, 4,6 millions de nos aînés se sentent seuls et plus de 3 millions sont en risque de rupture sociale. Des chiffres alarmants qui montrent à quel point il est urgent d'agir à tous les niveaux. Mathieu Klein, bonsoir. Bonsoir. Alors, au titre de l'action sociale et de la solidarité, les conseils départementaux sont en charge des personnes âgées et de la dépendance, également en charge de l'autonomie des personnes. Question simple au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Comment agissent les départements pour lutter contre cet isolement des personnes âgées ? D'abord, en Meurthe-et-Moselle, nous avons la responsabilité de verser une allocation, l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, à 15 000 personnes chaque année, en constante augmentation. Et vous avez raison de dire que l'isolement est aujourd'hui un mal qui ronge nos aînés. Et donc, le soutien à des actions multiples, comme par exemple les dispositifs de mobilité solidaire, vous l'avez évoqué là pour les petits frères des pauvres à Nancy, mais le département accompagne des associations comme Famille Rurale à Colombey-les-Belles ou d'autres à Briey, à Jeuf, qui permettent en fait à des salariés, des citoyens d'accompagner des personnes âgées chez le coiffeur, faire leurs courses, chez le médecin, parce que les transports collectifs sont parfois difficilement accessibles en ville ou en milieu rural, ou n'existent pas du tout. Donc, c'est aussi rétablir ce lien de confiance, de proximité qui permet finalement de gagner des années de vie en bonne santé pour ces personnes. Alors les mobilités, on vient de l'évoquer, effectivement très importantes. C'est ce que ressort de cette étude menée par les petits frères des pauvres. Parce que quand on est en zone rurale et qu'on n'a pas de moyens de se déplacer, souvent on se retrouve effectivement isolé. Autre chose que révèle cette étude, c'est cette fracture numérique, cette exclusion numérique qui est aussi une forme d'isolement pour les personnes âgées aujourd'hui. La dématérialisation du monde place les personnes âgées en fragilité. Alors, elles sont parfois très habiles et très agiles. Moi, je vois aussi beaucoup de seniors qui sont aujourd'hui habitués à travailler avec une tablette, à converser par vidéo avec leurs petits-enfants, à échanger des photos. Il n'en reste pas moins que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec un environnement numérique, cela peut renforcer l'exclusion. Donc, nous soutenons des initiatives associatives, notamment sur la base du service civique, puisque vous savez qu'en Meurthe-et-Moselle, le service civique est un outil qui est très développé. Donc, beaucoup de services civiques, de jeunes en service civique dans tout le département travaillent à l'accompagnement au numérique, notamment des personnes âgées. Et puis, dans quelques semaines, nous allons lancer en Meurthe-et-Moselle la plateforme de l'engagement. Je peux déjà inciter vos téléspectateurs à prendre contact avec le département. Ce sera quelque chose de très simple. Vous avez du temps à donner, notamment pour accompagner une personne âgée, pour prendre en charge un moment de lien social avec elle. Faites-le savoir. Il existe certainement de nombreuses associations près de chez vous qui cherchent des bénévoles. Cette mise en contact aujourd'hui entre des associations et des bénévoles potentiels, c'est le département qui va le prendre en charge dans cette plateforme de l'engagement. Et je suis convaincu que les Meurthe-et-Mosellans répondront présents. En 2 mots, sans les bénévoles, aujourd'hui, on ne fait rien finalement. Mais le bénévolat, c'est ce qui fait aussi la richesse de la citoyenneté. Il faut bien sûr des politiques publiques fortes et il nous faut plus de moyens. Aujourd'hui, en Meurthe-et-Moselle, je vous le disais, nous consacrons 102 € par an et par habitant aux politiques d'accompagnement des personnes âgées. C'est 89 € pour les départements qui ont le même nombre d'habitants. Donc nous faisons déjà un effort significatif. Nous avons besoin de plus de moyens, notamment de plus de compensation de la part de l'État pour le financement d'une allocation comme l'APA. Mais l'argent, et ça a très bien été dit d'ailleurs par une des personnes accompagnées, ça ne fait pas tout dans la vie. Il faut du lien social, de la convivialité, de l'attention, de l'empathie, de la bienveillance. Et ça, le monde associatif, les bénévoles l'apportent tous les jours à des milliers de personnes. Et c'est effectivement essentiel pour le bien vivre ensemble. Merci Mathieu Klein. En football, fini la Coupe de la Ligue pour les clubs lorrains. Metz a perdu à domicile au tir au but face à Brest et Nancy s'incline de justesse face à Montpellier. Retour sur une triste soirée avec Robin Droulez. Chou blanc donc pour les 2 clubs lorrains qui participaient au 16e de finale de la Coupe de la Ligue. Metz recevait Brest et Montpellier accueillait Nancy.
En territoire mosellan, c'est Ibrahim Agnan qui ouvre le score en première période, plaçant les Messins en position de force. Irvine Cardona, côté brestois, permet à son équipe de recoller au score à la seconde mi-temps. C'est finalement au tir au but sur un résultat de 4-3 que Metz s'incline, cédant sa place en huitième de finale. Au stade de la Mosson, en territoire montpelliérain, la SNL a délivré une belle prestation en dépit de sa défaite. Mené 2-0 en première période malgré de belles actions orchestrées par Dembélé, il faut attendre la seconde période pour observer un sursaut dans C1. Premier but de Wagner à la 59e minute, suivi d'un deuxième offert par Liboï sur un superbe centre de Néry. Entre-temps, Montpellier reprend le large avec un troisième but de Joris Chotard. Dembélé pense offrir l'égalisation dans le temps additionnel à son équipe, mais le hors-jeu est sifflé et le but invalidé. Score final 3-2 au bénéfice de Montpellier qui rejoint le tour suivant de la compétition. En handball, les Messines perdent le premier choc de la saison hier soir face à Brest, leur grande rivale en championnat de France. Les filles du Metz Handball ont chuté d'un petit but face aux Bretonnes au terme d'un match de très haut niveau. Score final 29-28, c'est la première défaite de la saison pour les Mosellanes qui restent quand même premières au classement devant Brest. Frissonner, pauvre mortel, 31 octobre, c'est la nuit d'Halloween. Si tout va bien, c'est Laurence Duvois que l'on va retrouver en direct de la Chapelle-aux-Voix dans les Vosges. Laurence, vous avez été la seule courageuse à accepter de passer la nuit dans la maison du tourment ce soir. Et oui Arnaud, c'est une soirée Halloween absolument effrayante que l'on s'apprête à vivre ce soir sur le site de la Maison du Tourment à la ferme aventure de la Chapelle-aux-Bois. Et on ne sera pas tout seul, Arnaud, puisque 500 personnes sont attendues ici ce soir. La Maison du Tourment, c'est un parc horrifique unique en France, créé, conçu de toutes pièces par Lambert du Décor, qui est à mes côtés. Bonsoir Lambert du Décor, et vous-même avez un rôle à jouer ce soir. Quel est-il ? Bonsoir, moi c'est Boubi. Je suis un monsieur loyal quelque peu tourmenté, dira-t-on. Et vous n'êtes pas tout seul ce soir. Et oui, effectivement, 80 créatures sont à mes côtés pour sortir en quelque sorte les gens de leur zone de confort, pour les effrayer, emmener dans notre univers. Alors quel univers ? À quoi doit-on s'attendre lorsque l'on pousse les portes de la Maison du Tourment ? Alors ici, nous avons 5 univers thématiques. L'univers du spectacle, la magie, le cabaret, un univers un petit peu plus aventurier, à la Indiana Jones, Tomb Raider, où les gens vont plonger dans un temple maya. Un univers avec de la possession, les rites, la magie noire, et tout un espace naturel dans une forêt, un labyrinthe végétal avec des créatures très très effrayantes. Très très effrayantes, effectivement, on en voit un tout petit aperçu à travers vous. Pour l'instant ça va encore, mais je peux vous assurer que quand on est à l'intérieur de cette Maison du Tourment, c'est effrayant. Combien d'années de travail pour tout ça ? 3 ans, 2-3 ans sur papier en tout cas, et une bonne année de bricolage, de construction, de décor. En tout cas, si tout cela a été possible, c'est aussi grâce à la collaboration de la ferme Aventure et de vous, Émile Duchesne. Lorsque Lambert du Décor vous a sollicité pour créer une Maison du Tourment, vous êtes dit quoi ? Eh ben, on est parti, on n'a pas réfléchi longtemps avant d'accepter et de lancer du coup le projet à la ferme Aventure ici. Ça ne vous a pas effrayé ? Pas vraiment, on connaissait déjà les projets qui étaient auparavant, tout du moins les précédentes éditions de la Maison du Tourment, donc on s'est dit on y va, il n'y a pas de souci. Une dernière question, Lambert du Décor, en quoi ce parc horrifique est-il unique en France ? Il est unique de par les thèmes, les attractions, la superficie. Les personnes qui viennent de loin se faire tourmenter peuvent être hébergées dans différents établissements donc, pour vivre une nuit insolite au cœur même du parc. Et donc vivre vraiment une tourmente de 20h jusqu'à toute la nuit. Merci beaucoup. En tous les cas, Arnaud, coup d'envoi à partir de 19h30 de cette soirée absolument effrayante. Et j'espère qu'on réussira à rentrer cette nuit à Nancy pour vous en faire part demain à midi dans le journal. Très bien Laurence, faites attention, prenez soin de vous. À suivre, ce qui se fait de mieux dans les régions de France, c'est l'édition des initiatives, la météo, l'édition nationale du 19-20. Très belle soirée à toutes et à tous, bonsoir.